tant que blanchisseur d'argent pour la pègre internationale. Infiltrant le sommet d'une hiérarchie criminelle, protégé par un cercle de banquiers et d'hommes d'affaires véreux, qui façonnent discrètement le pouvoir à travers le monde. Il me connaissait sous le nom de Bob Musella, un riche homme d'affaires américain lié à la mafia. Nous faisions la fête dans des villas somptueuses. Bob Musella dirigeait une société d'investissement prospère, avait une participation dans une société de courtage de Wall Street, exploitait une chaîne de bijouterie. Ce que les banquiers et les patrons des cartels ne savaient pas, c'est que je n'étais pas réellement Bob Musella. L'ancien agent des douanes, Robert Masur, a infiltré sous le nom de Bob Musella le narcotrafic au début des années 80. Son histoire nous plonge au cœur d'un univers en pleine mutation. Au moment où la finance, lancée dans une irrésistible libéralisation, fait voler en éclats toutes les réglementations bancaires, la demande de cocaïne et d'héroïne explose. Pour les organisations criminelles, l'heure est à l'industrialisation de leur modèle économique. Pour les banques, tout argent, criminel ou non, va être bon à prendre pour faire de l'argent avec de l'argent. Miami seems to have become paradise lost. There were 36 murders around unincorporated Dade. In a bloody 24-hour stretch, both Dade County and the city of Miami set new homicide records. Drugs and money, they go hand in hand in South Florida. Cocaine and marijuana sales through Miami generate so much money that smugglers literally... Au début des années 1980, la cocaïne, produit de beauté des loups de Wall Street, inonde l'Amérique. La cité balnéaire de Miami, en Floride, ancienne place forte de la contrebande d'alcool lors de la Prohibition, est la principale porte d'entrée de ce gigantesque trafic. Les cartels colombiens, grands vainqueurs des guerres de gangs, ont récupéré sur une montagne de cadavres ce fabuleux marché. Toujours le même problème, dissimuler l'argent. Sous le soleil de Floride, les trafiquants de drogue et les blanchisseurs d'argent étaient aussi nombreux que les palmiers. Pour lutter contre ce problème, la division des renseignements de l'IRS s'est associée aux douanes américaines au sein d'un groupe de travail appelé Opération Greenback, qui s'attaquait aux blanchisseurs de drogue et d'argent. L'agent des douanes Robert Masur s'installe en Floride avec une mission, infiltrer le cartel de Medellín, dominé par Pablo Escobar. Pour accéder aux plus hautes sphères du monde du crime, Robert Masur va minutieusement créer sa nouvelle identité. J'ai commencé à me promener dans les cimetières à la recherche d'une date de naissance proche de la mienne. J'ai ensuite récupéré l'acte de naissance, acte fondateur de ma nouvelle identité. J'ai obtenu un permis de conduire, ouvert plusieurs comptes en banque, avec carnet de chèques, épargne et carte de crédit. Mon profil terminé, il ne me restait plus qu'à identifier des cibles. Après des mois d'enquête, Robert Masur, désormais Bob Musella, parvient par l'entremise d'un informateur à établir le contact avec un agent de change colombien très bien introduit auprès des cartels, Gonzalo Mora. Robert Masur lui sort le grand jeu. Balade en voiture de sport, restaurant de luxe, vol en jet privé. Gonzalo Mora, convaincu qu'il met un pied dans le grand monde, commence à se confier. Mora n'a pas perdu de temps pour me parler du BMPE, le Black Market Pesos Exchange. L'argent du trafic de drogue est déposé en dollars dans une agence de change à Miami et converti en pesos dans une des multiples agences de change installées en Colombie. Pour charmer plus encore Gonzalo Mora, Robert Masur lui fait miroiter ses contacts avec des financiers de dimension internationale. Ne reste plus à l'agent des douanes qu'à trouver l'établissement idéal. Alors que je descendais Ashley Drive, bordé de palmiers dans le centre-ville de Tampa,
à bord de ma Mercedes 500 vert argenté mise à disposition par les douanes, un bâtiment haut de gamme a attiré mon attention. La mention BCCI en grandes lettres dorées scintillait au deuxième étage et faisait penser à des comptes à l'étranger. J'ai immédiatement appelé un agent et pris rendez-vous. Quelques jours plus tard, dans une salle de conférence privée, le vice-président me questionne sur mon pédigré bancaire. Je lui explique que mes associés en Colombie tiennent à la plus grande discrétion et qu'ils me demandent que j'investisse pour eux dans l'immobilier en Floride. Le vice-président accepte de m'ouvrir en compte. And he met with the bankers in Miami and said, "Hi there, I'm a drug dealer. I've got $1 zillion to launder. How can you help me?" And they said, "Welcome to the party. That's what we do for a living." And all of this case was beginning to develop. L'agent des douanes Robert Mazur entre en affaire avec la BCCI, la Banque de crédit et de commerce internationale. Cette banque pakistanaise, particulièrement soucieuse de son image, catalogue soigné, bureau luxueux, filiale dans le monde entier, a une vitrine impeccable. Robert Mazur ne le sait pas encore, mais la BCCI récemment implantée aux États-Unis est un cas d'école en matière de criminalité bancaire. Pour attirer ses futurs clients colombiens, l'infiltré va décortiquer le fonctionnement de cette banque. Today I am sitting before God and before you all like a child. The place of humility comes in what we call the technology of the invisible. Le fondateur et père spirituel de la BCCI est un financier pakistanais, Agha Hassan Abedi. À sa création, la banque se présente comme la banque des pauvres et des musulmans, dans ce qu'on appelle encore le tiers-monde. It was difficult for people to do banking. The access to financial services was not always freely available to minorities, migrant communities, lower income, and in a lot of countries that couldn't get financing for trade and other activities very easily or in relatively good terms. So BCCI was meant to be a genuinely global bank that would serve the underserved. Now, the way that bank was put together was really quite astonishing. Well, they created two corporations. One was incorporated in Cayman, and the other one was incorporated in Luxembourg. Abedi crée la BCCI en 1972 au Luxembourg. Ce jeune paradis fiscal vient d'adopter le secret bancaire pour relancer son économie, menacée par le déclin de son industrie minière. La BCCI s'implante également aux îles Caïmans. Ce chapelet d'îles paradisiaques, jadis refuge de pirates qui venaient y enfouir leurs trésors, est un paradis fiscal, membre du Commonwealth, régi par les lois bancaires britanniques, gage suprême de stabilité pour les investisseurs. Les îles Caïmans sont également une des bases arrières du trafic de cocaïne entre la Colombie et la Floride. Les autorités locales n'appliquent aucun contrôle d'échange. L'argent déposé en dollars peut repartir en pesos, en francs suisses, en fonction du chemin où l'argent doit se perdre. En 1975, en miroir du Luxembourg, la BCCI inscrit un nouveau siège dans les registres de ce paradis fiscal caribéen. Luxembourg lent money to buy the shares in Cayman, and he had Cayman lend the money to buy the shares in Luxembourg. There are now assets in both banks, so they were off to the races. S'immatriculer dans des paradis fiscaux est une première étape. Il faut maintenant exister dans des villes de prestige. La BCCI ouvre ses premiers bureaux simultanément à Abu Dhabi, alors plaque tournante des pétrodollars en pleine crise pétrolière, et à Londres. Mais à la City, l'opacité du montage financier de la BCCI inquiète les régulateurs qui lui refusent une licence bancaire pleine et entière. Qu'importe. Agha Hassan Abedi ouvre de luxueux bureaux à 2 pas du siège de la Banque d'Angleterre,
Le sigle de la BCCI brille dès lors dans le temple de la finance. They were one of the most aggressive banks in terms of lending to developing countries, in terms of expanding international banking, and in terms of developing international private banking for very, very wealthy individuals, including government officials. So the game was that they had all these petrodollars showing up in deposits. What are we going to do with them? Well, they just opened the doors to, anything that walked in terms of trafficking, in terms of drug dealing. He didn't really care what the sources of income were. So this became a real monster. À la fin des années 1970, la BCCI compte 146 bureaux dans 32 pays. Elle est l'une des premières à s'implanter en Chine communiste. La banque des déshérités fascine les grands de ce monde. Trophée de choix, l'ancien président américain Jimmy Carter, connu pour son engagement en faveur du tiers-monde. Au début des années 80, Abedi et Carter voyagent ensemble en Afrique pour financer des projets humanitaires. What was Abedi doing when he hauled Carter all over Africa? He was trying to get these various governments to allow him to have unlimited banking licenses. He was making contact with high officials so that if there were bribes to be paid or anything to be done in the country, it would be done through his bank. And he was also promoting this idea to create an aura of invulnerability, that this was the banker to the third world. So they looked like a very big success story. Au début des années 80, la BCCI ouvre ses premières agences américaines à Miami et à Tampa. En Floride, les besoins de blanchiment du trafic de drogue sont débordants. C'est à ce moment-là que l'infiltré Robert Masur ouvre un premier compte à la BCCI pour appâter ses clients colombiens. Comme prévu, sa cible, Gonzalo Mora, tombe dans le piège et offre ce qu'il a de plus précieux dans son carnet d'adresses. Un homme au train de vie dispendieux, grand admirateur de Chagall, qu'on appelle respectueusement le bijoutier. Roberto Alcaíno, un des principaux blanchisseurs d'argent de Pablo Escobar. Alcaíno avait échappé aux douanes, à la DEA et au FBI. Il était un acteur de premier plan dans le monde du trafic de drogue international. Et plusieurs enquêtes l'avaient ciblé, sans succès. Une rencontre est organisée au Bonaventure Hotel de Los Angeles. Quand Alcaíno est arrivé, il n'a pas perdu de temps pour me dire qui il était. Il parlait anglais avec un léger accent chilien. Son assurance emplissait la pièce, et il dirigeait la conversation comme s'il dirigeait un orchestre. « Alors, dites-moi, que faites-vous » m'a-t-il demandé sèchement. Je lui parle de ma compagnie d'investissement, de ma chaîne de bijouterie, de ma société de courtage. Je lui indique que ma société de crédit hypothécaire peut recycler ses fonds provenant du trafic de drogue et les faire apparaître comme des prêts. De quoi justifier ses revenus auprès du fisc américain et lui offrir une couverture pour ses activités réelles. Une série de déjeuners et de rendez-vous privés finit par convaincre Roberto Alcaíno. L'infiltré Robert Masur ouvre alors une série de comptes à la BCCI pour le cartel de Medellín. Voilà comment les milliards de dollars de la cocaïne vont se mêler aux investissements en Afrique, aux pétrodollars du Moyen-Orient. Une première étape est franchie. L'infiltré Robert Masur a réussi à pénétrer les circuits de l'argent de la drogue. De l'autre côté de l'Atlantique, un magistrat tente de faire le mouvement inverse. Au tournant des années 80, la Sicile subit la pire guerre mafieuse de son histoire. Les morts pavent les ruelles de Palerme. Le mot mafia est soufflé à voix basse. Mais les enquêtes sont des impasses. L'omerta règne sur une Sicile figée dans la stupeur et l'effroi.
un magistrat palermitain est sur le point de changer le destin de l'Italie. Giovanni Falcone travaille depuis plusieurs années sur une affaire de corruption. La ville de Palerme, aux mains d'une poignée de promoteurs, est durement bétonnée et défigurée. Giovanni Falcone s'attache à un entrepreneur trop visible, Rosario Spatola. Le constructeur a la chance de remporter près de la moitié des marchés immobiliers de la ville et d'être le plus gros contributeur fiscal de Sicile. Au départ, Rosario Spatola, c'est un vendeur ambulant de lait, donc vraiment quelqu'un qui part de très bas, qui va avoir des soucis avec la justice parce qu'il a même coupé le lait avec de l'eau. Et puis d'un coup, on le retrouve au sommet d'une entreprise de BTP qui décroche les plus gros marchés, donc un enrichissement énorme, et on se demande d'où peut venir cette trajectoire de montée en puissance. Et ce que Falcone dit, c'est que derrière lui, il y a le réseau mafieux, les complicités avec la politique qui donnent accès à des marchés et à cette manne de l'argent public qui va être déversée sur le sud de l'Italie. Dans le cadre de son enquête sur Rosario Spatola, Giovanni Falcone, spécialisé dans les liquidations judiciaires, pousse la porte des banques siciliennes. Chèques, virements, transactions financières. Le juge épluche tout. À force de remonter la piste de l'argent, Falcone tombe sur une connexion entre les clans palermitains, Spatola, et l'une des familles mafieuses siciliennes de New York, tête de pont aux États-Unis du trafic d'héroïne. Je me suis dit, voyons, s'ils ont vendu de la drogue en Amérique du Nord, ils ont dû laisser des traces des opérations qu'ils ont réalisées dans les banques siciliennes. Et c'est ainsi que j'ai mené mes premières enquêtes bancaires. Il va chercher les chèques qui sont faits, l'argent qui est déposé, le circuit de l'argent. Il va suivre l'argent pour montrer qu'il y a des irrégularités et que cet argent, on le fait circuler parce qu'il n'est pas intrinsèquement lié que au secteur du BTP, pas que à une activité légale. Avec l'aide du pool anti-mafia, Giovanni Falcone rassemble suffisamment de preuves pour faire condamner fin 1982 le promoteur Rosario Spatola et 70 membres de son entourage pour blanchiment d'argent en lien avec une association mafieuse. Giovanni Falcone s'appuie sur une nouvelle loi, fraîchement inscrite dans le code pénal italien, la loi Pio La Torre, une loi écrite dans le sang. En mars 1980, alors que la guerre de la mafia bat son plein, un député communiste, Pio La Torre, soumet au Parlement italien une loi anti-mafia. Le 30 avril 1982, il est assassiné. Au lendemain de sa mort, le général Dalla Chiesa, expert de la lutte antiterroriste, est nommé préfet de Sicile. Il est assassiné à son tour le 3 septembre. Le pays est transi de peur. Le monde politique réagit sous la contrainte populaire. La loi Pio La Torre est votée le 29 septembre 1982. Le mot mafia fait son entrée dans le code pénal italien et l'article 416 bis instaure le délit d'appartenance mafieuse. Aujourd'hui encore, un dispositif juridique unique au monde. Dal 29 settembre 82 in poi abbiamo avuto a disposizione uno strumento legislativo fondamentale, che prima non avevamo, che era quello che prevedeva una pena molto sostanziosa, specifica per l'associazione di delinquere di stampo mafioso, ma soprattutto strumenti adeguati per colpire i mafiosi nei loro patrimoni. Questo è stato veramente un cambio di strategia dello Stato italiano nel contrasto alla mafia. La loi Pio La Torre s'attaque au portefeuille des mafieux sur l'île. Mais les réseaux financiers internationaux de Cosa Nostra, eux, ne sont pas touchés. Giovanni Falcone se tourne vers les autorités américaines et convainc le FBI que seule une coopération judiciaire transnationale peut mettre à mal la mafia. Noi siamo stati negli Stati Uniti moltissime volte, Falcone era di casa in America. Falcone è stato una specie di autostrada tra la giustizia italiana e la giustizia americana contro la mafia. Falcone ha dato una bella immagine, cioè mentre in America abbiamo esportato la mafia per più di un secolo, Falcone ha cominciato a esportare l'antimafia. E gli americani dimostrarono
e di comprendere quanto questa collaborazione in questa nuova forma fosse importante ed ebbero una grande disponibilità ad aiutare noi, perché in realtà aiutando noi aiutavano loro stessi. À New York, le magistrat sicilien met à jour le fameux réseau de la Pizza Connection, du nom des pizzerias dans lesquelles s'écoule l'héroïne. Au fil des mois, le pool anti-mafia et le FBI découvrent que les mafieux sicilo-américains rapatrient leur argent sous 3 formes. Par simple virement bancaire, par des comptes gérés par des sociétés de courtage qui expédient l'argent vers des sociétés écrans à l'étranger, et bien sûr en liquide. Des valises de cash sont régulièrement convoyées sur des vols de la compagnie Swiss Air, avec l'aide obligeante de chefs d'escale de la compagnie. Trafic de drogue égale blanchiment. Il est impensable que les gains dérivant de la vente de stupéfiants parviennent à leurs bénéficiaires par des canaux légaux. Ces tâches sont confiées à des experts de la finance internationale, qui se mettent au service du crime organisé pour transférer les capitaux d'origine illicite vers des pays plus hospitaliers et bien connus, comme les paradis fiscaux. Il est toujours difficile de trouver des traces de ces opérations. Le blanchiment, qui consiste à nettoyer le capital de sa source illégale, demanderait une large collaboration entre États. C'est là que j'ai commencé à travailler avec Giovanni Falcone sur l'argent de la mafia. Carla Del Ponte n'est pas encore la magistrate de la future Cour pénale internationale, appelée à juger les crimes contre l'humanité. Jeune procureure installée dans le Tessin, en Suisse italienne, elle assiste Giovanni Falcone et l'aide à pousser les portes des banques helvétiques protégées par le secret bancaire. La Suisse, c'était un peu le coffre-fort de la mafia, n'est-ce pas? Ils arrivaient en Suisse, ils arrivaient même avec des valises, ils déposaient la valise avec toutes ces banques-là, puis personne ne demandait d'où venait l'argent, ou si c'était de l'argent propre ou de l'argent sale. Ça n'existait pas, c'était de l'argent. Pecunia non olet, hein? Je demande aux autorités helvétiques de pouvoir consulter leur documentation. Autorisation accordée. Mais aussitôt, les 3 comptes bancaires visés sont vidés. Je poursuis mon enquête et je découvre que les sommes transférées ont fini sur le compte d'une société panaméenne, laquelle les a divisées en 2 parties vers une banque de New York et une de Montréal. Les dollars se retrouvent alors sur le compte d'une société de Guernesey en Grande-Bretagne. De là, ils repartent vers la Suisse. Ils atterrissent dans une banque qui jouxte la première. Nouvelle demande de collaboration aux autorités helvétiques, nouvelle autorisation. Leur incroyable trajectoire ne s'achève que lorsque la procureure suisse décide de leur mise sous séquestre. Et moi, je bloquais l'argent, que lui, il me donnait la piste où je pouvais trouver de l'argent. On a quand même réussi avec les banques, parce que les banques n'aimaient pas cette publicité négative, n'est-ce pas? Parce que tôt ou tard, ça sortait. Donc, ils avaient dit, il faut qu'on travaille avec l'autorité pénale, n'est-ce pas? Pour qu'on n'ait pas cet argent. Ils ne voulaient pas de cet argent, en fait, même si ils en avaient bénéficié pendant beaucoup d'années, n'est-ce pas? Sans l'aide des magistrats et des autorités helvétiques, je n'aurais pas pu mener à bien mon instruction. Contrairement à ce que l'on pense, la Suisse est l'un des pays avec lequel il est le plus aisé de collaborer. Car la Suisse a compris que l'argent de la mafia implique nécessairement tôt ou tard la présence des mafieux et des méthodes mafieuses sur le territoire. À Palerme, depuis son bunker installé sous le palais de justice, Giovanni Falcone assemble une à une les pièces d'un gigantesque puzzle. Io ricordo in più di un'occasione la scrivania di Giovanni Falcone che era letteralmente coperta da assegni, da copie di assegni bancari, che lui riusciva, che era bravissimo in questo, non soltanto in questo, ma anche in questo, nel ricostruire rapporti e contatti che venivano fuori dalla circolazione di quegli assegni bancari.
E questa è una delle svolte legate a quello che viene ormai comunemente chiamato il metodo Falcone. La méthode Falcone, segui i soldi, follow the money. Suivre l'argent est l'une des clés de cette méthode. Mais Giovanni Falcone a une intuition plus fondamentale encore. Pour lui, il n'y a pas la mafia de la drogue, la mafia du retraitement des déchets, de l'extorsion, de la prostitution. Falcone pense que la mafia est internationalisée. Un événement va lui donner raison. En 1983, Tommaso Buscetta, homme d'honneur de Cosa Nostra et acteur majeur du trafic de drogue entre l'Europe et l'Amérique, est arrêté au Brésil. J'ai rencontré Buscetta pour la première fois au Brésil. Il venait d'être arrêté. Le boss des deux mondes répondait de façon évasive aux questions de mon collègue brésilien. Puis il s'est adressé à moi. « Monsieur le juge, pour répondre à vos questions, la nuit n'y suffirait pas. » Puis Buscetta m'a dit avec une grande franchise « Je ne crois pas que l'État italien ait réellement l'intention de combattre la mafia. Je tiens à vous avertir, monsieur le juge. Sans doute deviendrez-vous une célébrité après cet interrogatoire. Mais on essaiera de vous détruire physiquement. Et on fera la même chose avec moi. N'oubliez pas que le compte que vous ouvrez avec Cosa Nostra, vous ne le refermerez jamais. Êtes-vous toujours prêt à m'interroger ? En juillet 1984, Tommaso Buscetta débarque menotté à l'aéroport de Palerme. Il va parler à Falcone 45 jours de suite et lui livrer les pièces manquantes du puzzle. Buscetta ci racconta l'organizzazione mafiosa e poi ci spiega l'organizzazione delle famiglie in base ai territori, ci parla di questa struttura verticistica, della commissione che gestisce, diciamo, i traffici e i delitti di Cosa Nostra, cioè ci racconta tutto, apre quel famoso buco nel muro dell'omertà che ci fa vedere e capire e conoscere che cosa è realmente in concreto l'organizzazione. Tommaso Buscetta est bientôt rejoint par d'autres repentis. Leurs révélations sont précieuses. L'argent accumulé par la mafia dépasse tout entendement. Jamais Cosa Nostra n'avait connu un tel enrichissement. Aux États-Unis, l'agent des douanes Robert Mazur observe que les cartels colombiens sont eux aussi passés au stade industriel. Lors d'une de nos rencontres, Roberto Alcaíno évoque leurs opérations à New York et se met à parler chiffres. Certaines grosses pointures, me dit-il, écoulent 3000 kilos de coke tous les 10 jours. Soit 9 tonnes par mois, à peu près 50 tonnes par an. Avec un taux de profit de 40%, les gars font un bénéfice annuel net de 240 millions de dollars. 240 millions de dollars en 1980, soit environ 900 millions de dollars d'aujourd'hui pour la seule région de New York. Les revenus du narcotrafic sont tels qu'il faut encore et toujours trouver de nouveaux débouchés pour écouler l'argent. Robert Mazur rapporte alors à Alcaíno le fruit de ses échanges avec le directeur de la BCCI à Tampa, en Floride. Le directeur me dit « Par le passé, nous avons souvent aidé nos clients à transférer leurs fonds vers notre succursale de Grand Caïman. Mais je ne le recommande plus maintenant, car un traité avec le fisc américain permet aux autorités de Washington d'obtenir les relevés de nos comptes. Désormais, nous conseillons à nos clients de placer leurs fonds là où les États-Unis ne peuvent les suivre, dans notre nouvelle filiale, à Panama. » Roberto Alcaíno comprend que disposer d'un prête-nom américain au Panama pour faire circuler l'argent de la drogue est un atout précieux, une garantie d'invisibilité. De plus, le Panama est un pays où les cartels colombiens disposent déjà d'une puissante plateforme logistique pour acheminer la cocaïne vers les États-Unis. La géographie et l'histoire semblent donner raison à Roberto Alcaíno. Pays frontalier de la Colombie, le Panama relie par son canal le Pacifique et l'Atlantique. Passage commercial incontournable, le Panama est un pivot stratégique dans les relations de domination qu'entretiennent les États-Unis avec l'Amérique latine.
Panama was a creation of Wall Street and American business. End of story. Panama was part of Colombia. Panama's independence was declared in New York 2 days before it happened. Depuis son indépendance en 1903, les lois bancaires du Panama, pensées par des avocats de Wall Street, exemptent tous les déposants étrangers de charges fiscales. À Panama City, aucun contrôle sur les transactions financières. Clé de voûte de ce système, l'homme fort du Panama, l'ancien patron des services secrets, le général Manuel Noriega. Noriega joue sur tous les tableaux. C'est un allié de Washington contre la subversion communiste en Amérique latine, un homme qui opère secrètement pour le compte de la CIA. C'est aussi un homme qui travaille depuis plusieurs années main dans la main avec le cartel de Medellín. Lorsqu'au milieu des années 80, l'administration Reagan se lance dans sa grande croisade de guerre à la drogue, Noriega fait le grand écart. Il renseigne la DEA, les stupes américains, mais à sa façon. On the one hand, he's telling the U.S., look at me, I'm going to help you with the drug traffickers. On the flip side, he's in effect helping the drug traffickers, and so it went. Noriega ne renseigne la DEA que sur les ennemis du cartel de Medellín. Il encourage Pablo Escobar à créer des sociétés écrans aux Bahamas et aux îles Caïmans et à prendre des participations majoritaires dans 2 banques panaméennes. Au Panama, les bonnes fortunes du cartel de Medellín et de Noriega ne tardent pas à attirer l'attention de la BCCI. BCCI were among many banks that were pursuing Manuel Noriega as a client. He was someone who was working with the United States. Panama was an ally of the United States. Having a head of state's account is in fact a positive achievement from the point of view of the bank. Came a moment when Panama got into trouble because they were repatriating too much money to the U.S. So we were told that there was a meeting of the Panamanian bankers who wanted to figure out what to do about all of this cash that was flooding into the country so they could still do business with the Federal Reserve. And what they concluded was they had to sell the currency to the Swiss. And once a week, there was a cargo flight from Panama City to Zurich loaded with American dollars coming from the drug traffickers in Panama. Mais Noriega, trop précieux pour les Américains, est intouchable. Dans ces dernières années de guerre froide, le Nicaragua voisin a rejoint Cuba dans le camp socialiste. Pour l'Amérique de Ronald Reagan, tout doit être fait pour liquider ce régime. La CIA finance alors secrètement une guérilla contre-révolutionnaire, les Contras. Noriega met ses réseaux au service du renseignement américain. He cuts a deal with American intelligence people to be the supplier to the Contras. He's going to send them arms and ammunition, even though it's prohibited under U.S. law. He's going to take care of them. The bad news is he was also selling arms to the government. So he's supplying both sides of the Civil War. Noriega joue systématiquement double jeu, convaincu que les Américains ne peuvent rien contre lui. Et pour cause. Les circuits logistiques d'acheminement de la drogue sont les mêmes que les circuits qu'utilise la CIA pour alimenter en armes les Contras au Nicaragua. God knows how much in the way of cash in, coke out, arms in, arms out. It was a center for every form of illegal business you can imagine. That is where also BCCI shows up as one of the banks that were used to finance this, and the money would be laundered through the system of jurisdictions that would not open their books very easily or at all, in order for the money to end up supporting the Contras. En s'impliquant dans le soutien aux Contras nicaraguayens, la BCCI pense avoir obtenu tous les brevets de respectabilité auprès des Américains. Et bonne nouvelle, la BCCI décroche une licence bancaire pleine et entière au Royaume-Uni.
Aga Hassan Abedi est au pinacle et jouit d'une visibilité internationale. En Italie, c'est le monde invisible qui va être arraché à l'ombre, projeté en pleine lumière. En février 1986, débute le maxi-procès de Palerme contre Cosa Nostra. Après 3 ans d'enquête coordonnée avec la Suisse et les États-Unis, le pool antimafia rédige un acte d'accusation de 8000 pages. Un tribunal bunker antimissile est construit dans l'enceinte de la prison. 475 mafieux se retrouvent derrière les barreaux. Tommaso Buscetta, dont la famille a été décimée par le clan des Corleone, témoigne plusieurs jours sans discontinuer. Le mafieux comparaît également à l'autre grand procès de Cosa Nostra, celui de la Pizza Connection à New York. Après 17 mois d'audience, il est établi que les clans mafieux ont importé pour 1,6 milliard de dollars de l'époque d'héroïne aux États-Unis. La Suisse emboîte le pas à cette série de procès fleuves. On a eu le procès Pizza Connection à Lugano, qui était en fait un des procès les plus difficiles parce qu'il n'y avait pas une base légale qui liait l'argent à la drogue. C'est-à-dire la responsabilité des fiduciaires ou de ceux qui s'occupaient de tout cet argent. On a quand même réussi en partie à obtenir des condamnations, mais ça a été un des procès les plus difficiles que j'ai jamais connu, d'arriver à trouver une base légale, c'est-à-dire le blanchiment d'argent. Cette alliance inédite entre juges européens et américains est à l'origine du vote historique en 1986 par le Congrès américain d'une loi qui fait du blanchiment de l'argent de la drogue un crime fédéral. Ça permet de confisquer cet argent, mais ça permet surtout la condamnation des suspects qui ont ménagé cet argent, qui sont occupés de cet argent. Et ça, c'était extrêmement important. La piste financière va se traduire par la criminalisation du blanchiment d'argent, la loi de 86 aux États-Unis, et puis l'adoption par la plupart des pays de l'OCDE dès 88 d'un dispositif similaire. Donc on réalise qu'effectivement, tracer cet argent, traquer l'argent sale, c'est une façon de s'attaquer au portefeuille des organisations criminelles, mais ça suppose aussi de mettre fin au secret bancaire, de faire en sorte de convaincre les paradis fiscaux que ce qu'ils mettent en place, c'est légal en termes de souveraineté, mais que ça draine aussi beaucoup d'argent sale ou des activités qui sont à la limite de la frontière entre le légal et l'illégal, avec l'optimisation fiscale, quand est-ce qu'on bascule dans de l'évasion fiscale. Donc, en même temps qu'on crée des dispositifs anti-blanchiment, on a aussi une montée en puissance de tout un tas de procédés qui vont permettre ce blanchiment. Cette montée en puissance du blanchiment a une explication, la dérégulation financière. Le 27 octobre 1986, la Bourse de Londres donne le coup d'envoi du Big Bang financier. Le marché est totalement informatisé, les mouvements de capitaux encore plus libres. Les établissements financiers étrangers sont autorisés à faire du commerce de titres à la City. Le monde bascule d'un capitalisme industriel à un capitalisme financier dans lequel banques et marchés vont brasser des masses d'argent sans commune mesure avec l'économie réelle. Ce mouvement de dérégulation, le plus vaste de l'histoire moderne, est l'héritage laissé au monde par Margaret Thatcher. Les grandes places financières de la planète, Londres, Tokyo, New York et Hong Kong en tête, sont connectées en permanence. La bourse ne va plus jamais dormir. Ronald Reagan n'est pas en reste. Il accélère la dérégulation en ouvrant l'accès aux bons du Trésor américain aux investisseurs étrangers. Ces bons vont devenir l'actif sûr du monde entier. Échangeables sans risque à chaque instant, ces bons du Trésor vont devenir l'équivalent d'une monnaie internationale, peu importe qui la détient. Cette révolution financière du couple Thatcher-Reagan va profiter à une organisation criminelle de premier plan, installée au cœur du système bancaire, dans le seul pays où l'argent semble se fabriquer tout seul, un petit miracle de l'économie,
le Japon. Au milieu des années 80, la réussite du Japon fascine et effraie tout à la fois. Le Japon, pays d'épargnants, est le premier pays créancier de la planète. 7 des plus grandes banques mondiales sont alors japonaises et Nomura, la plus grande d'entre elles, est plus riche que les 5 premières banques américaines. Innovation technologique, performance économique, puissance bancaire, cohésion sociale. Le Japon truste toutes les médailles. Et comme toute médaille, celle-ci a son revers, la démesure. Le 5 mai 1986, l'Inagawa Kai, l'une des principales branches Yakuza, le monde du crime japonais, nomme à sa tête un homme d'âge mûr qui sort tout juste de prison, Ishii Susumu. À cette cérémonie assistent politiciens, stars de la télévision, banquiers, patrons des grandes entreprises du pays et les principales familles Yakuza. Au pic de la dérégulation financière, une vague spéculative immobilière déferle sur le Japon et les Yakuza entendent bien profiter de la bulle qui en résulte. Ishii Susumu is credited as being the father of the modern day Yakuza, or of the Keizai Yakuza. Keizai Yakuza means economic, the economic Yakuza. He's the one who said, from now on, every Yakuza needs to get up in the morning and read the financial newspapers. The stuff about the Yakuza being samurai or ninja or firefighters, I think, is mostly bullshit. They've always been businesses, and they've always been businesses about helping themselves. Au cœur de la bulle spéculative qui enivre le Japon, le chef Yakuza Ishii Susumu investit à tour de bras dans l'immobilier, dans les grandes sociétés cotées en bourse, comme Nippon Steel, et dans une myriade de compagnies au Japon et à l'étranger. Ishii Susumu was a gambler. I mean, he spent his whole life as a gambler. He once said, the Japanese stock market is like a casino, and if we wanted to, we could be the house, and the house always wins. Le terme « Yakuza » désigne une combinaison perdante au jeu de hasard. Descendants de hordes de voleurs, issus de minorités étrangères, les Yakuza sont des marginaux, marchands de rue, membres d'associations de joueurs. Bras tranchants de l'empereur, miliciens nationalistes pro-fascistes, depuis la fin de la guerre, les Yakuza, toujours proches du pouvoir, ont pignon sur rue. The Yakuza provide money and support to create Japan's leading political party. And the Yakuza, of course, help out the Liberal Democratic Party because the Liberal Democratic Party had a tacit agreement that we'll leave you alone. We won't have a crackdown on you. We won't have organized crime laws. The Yakuza have their place in society. They had their names on office doors. They published their own magazines. They were sort of an above ground underground. Their revenue streams are construction, extortion, blackmail, bid rigging, real estate, evicting people from their property, fraud, and drugs. À la tête de l'Inagawa Kai, qui compte plus de 10 000 membres, Ishii Susumu fait pression sur la banque Nomura pour attester de sa parfaite honorabilité dans les milieux d'affaires. En moins de 5 ans, la fortune du boss Yakuza est estimée à 4 milliards de dollars. Il se prend pour l'un des chefs d'orchestre de la bourse de Tokyo. Il est désormais le Zai-Tech Yakuza, le mafieux ingénieur de la finance. Yakuza pay taxes. And, you know, the fact that revenue may be legal or illegal, the tax agency is like, well, we get our taxes. They haven't violated the tax laws. I mean, that's crazy, but that's how it is in Japan. So you don't need to launder your money. You just need to put it in the company bank account. Or if your company bank account is, you know, so suspect, you just funnel it to another. Like Citibank got their asses kicked by the Financial Services Agency several times because they just didn't care. For many years, Japanese banks knew that their customers were Yakuza. I mean, you know, Yakuza bosses, and they don't care. They were speculating at the highest levels of Japanese investment. They were part of the high-tech companies emerging.
in Japan. It became a source of capital for other Japanese companies, and this is from an industry of loan sharks. You have to understand what's happening here. The Chamber of Commerce of Japan was becoming increasingly criminalized. As the National Police Agency said, the Yakuza have infiltrated the stock markets, financial markets of Japan so much that it threatens the very basic economic foundations of our country. You know, organized crime is parasitical. It is not a force of production. It is taking away from production. It acts as an invisible tax. Susumu investit à Macao, Hong Kong, en Corée du Sud. Le mafieux organise des tournées d'affaires en Amérique latine, s'arrête au carnaval de Rio et obtient une audience avec Manuel Noriega au Panama. He had wonderful political relations. The Inagao Kai did businesses with the Bush family. À la fin des années 80, Susumu pèse à lui seul près d'un quart de toute la richesse accumulée par l'ensemble des syndicats Yakuza. Mais lors d'un voyage au Mexique en 1991, deux ombres surgissent au tableau. On lui diagnostique une tumeur au cerveau et lors de son retour en chaise roulante au Japon, la bulle immobilière explose. Au même moment, un événement va causer la perte de la BCCI et de sa figure tutélaire, Aga Hassan Abedi. À la fin des années 80, le plus grand scandale politique des années Reagan éclate, l'Iran Gate, lorsqu'un officier supérieur des gardiens de la révolution islamique dévoile à un journal libanais le détail des ventes d'armes de Washington à l'Iran pour financer les contrats au Nicaragua. Le Congrès américain ouvre immédiatement une enquête. L'avocat Jack Bloom en charge du dossier découvre dans la masse des documents et des rapports confidentiels saisis les liens noués entre Manuel Noriega et la BCCI. There was, in the end, a seizure of an incredible treasure trove of documents relating to the bank's activities. And it was such a massive treasure trove that nobody could actually mine the whole thing to figure out all of the different criminal things that had gone on. L'enquête du Congrès est ensuite confiée au procureur du district de New York, Robert Morgenthau, fils de Henry Morgenthau, un des architectes du Glass-Steagall Act. New York is the financial capital of the world. On a quiet day, $3.5 trillion goes through here. So it's a natural place to launder drug money because you can put 10, 20, $30 million into that stream and it doesn't even make a blip on the computer screen. Dans son enquête sur la BCCI, Robert Morgenthau a un problème. L'administration républicaine s'emploie à étouffer l'affaire. Mais Morgenthau a un atout. L'opération d'infiltration de Robert Masur est arrivée à son terme. En Floride, l'agent des douanes est à l'origine d'un coup de filet historique. Très proche des membres du cartel de Medellín et des patrons de la BCCI, Robert Masur organise son faux mariage, auquel il convie tous ses nouveaux amis. Sous l'ombre ondoyante d'une tente installée sur la pelouse, un tapis pourpre, au milieu de 250 chaises, conduisait à un hôtel garni de roses de Colombie. Des gerbes de fougères de Boston surmontaient des colonnes grecques, offrant à la cérémonie l'intimité requise. Des dizaines de bungalows immaculés s'alignaient, dûment pourvus en vin, spiritueux, et tout ça aux frais du gouvernement. Quelques 50 agents américains faisaient partie des convives, posant comme membres de la famille ou comme des amis. Le piège se referme. Lors de la cérémonie, tous les invités sont arrêtés. Parmi les convives, Roberto Alcaíno, le blanchisseur de Pablo Escobar, tombe avec 9 cadres dirigeants de la BCCI. C'est le premier grand scandale pour blanchiment d'argent depuis l'instauration de la loi de 1986. Profitant de ce coup d'éclat, Robert Morgenthau réussit à boucler le dossier BCCI. En juillet 1991, la banque est officiellement fermée, une grande première dans l'histoire de la finance.
So on Friday afternoon, after the closure of the markets, the Bank of England, Federal Reserve, the Institut Monétaire Luxembourgeois took a coordinated action and closed BCCI globally. La BCCI laisse une dette de 20 milliards de dollars. Sa faillite conduit à plus de 3000 procédures judiciaires dans le monde entier. BCCI tells you something about how the world works. It became a mirror of global evil. It showed us how the good and the bad, the big business and the small, intelligence services, crooks, kleptocrats, legitimate organizations, businesses, all interfaced, interacted in this world. But what it tells you is that many others are contributing. And we haven't touched them, we have not investigated them. By simply going after one facilitator and taking out only some of the responsible players, because some of the big players did not have to answer for what they did. Acteur majeur de la guerre froide, Manuel Noriega devient après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique, quelque peu encombrant pour les États-Unis, une relique de l'ancien monde. Il est temps de s'en débarrasser. Réduit au silence, Noriega conserve ses secrets sur la BCCI. Mais des secrets, la banque en recèle encore d'autres. It was a CIA bank, it was a KGB bank, it was a Mossad bank, it was an Iranian bank, it was, you name it, everybody discovered that this was a very useful tool because, boy, they'd do anything for you and all you had to do was ask and pay the fee. La BCCI a joué un rôle majeur dans les grandes manœuvres des services secrets au cours de la guerre froide. Et comme le révèle l'enquête du Congrès, initiée par Jack Bloom, des acteurs de premier plan sont passés comme par miracle entre les mailles du filet. Kamal Adam, fondateur des services secrets saoudiens, fut dès l'origine de la BCCI impliqué dans de vastes réseaux criminels. Kamal Adam a longtemps servi la CIA. Très introduit à Washington, il a permis à la BCCI de racheter secrètement une banque américaine. Il fut aussi le principal actionnaire d'une société londonienne qui blanchissait l'argent des cartels colombiens. La CIA entend protéger cet homme qui est à l'oreille des grands dirigeants du Moyen-Orient, comme elle protège tous ceux qui combattent dans le sens des intérêts américains. Dans l'enquête de la BCCI, Kamal Adam n'a jamais été inquiété par la justice. Touché à cette impunité, c'est touché à la raison d'État. So not full justice was done even in this case. But by removing BCCI, by removing some of the players that contributed to this, we simply smashed the mirror that we were looking into it. It gave us the impression that the evil disappeared, but all we did was we broke the mirror that was telling us about it. Je suis rentré chez moi. J'avais changé. Mon couple avait souffert. Mes enfants ne m'avaient pas reconnu. Quelques semaines plus tôt, chez Regins, à Miami, mon interlocuteur de la BCCI, qui avait un peu forcé sur le scotch, m'avait demandé « Bob, sais-tu qui est le plus grand blanchisseur d'argent des États-Unis » J'ai haussé les épaules. « Qui ?»« La Réserve fédérale américaine. Ils savent qu'en Colombie, n'importe qui peut échanger ses dollars contre des pesos, sans aucun contrôle. La Réserve fédérale absorbe des rivières de cash dont ils connaissent l'origine. Le trafic de drogue. Ils prennent cet argent parce que c'est bon pour le système bancaire américain. La guerre à la drogue, c'est du vent. » Ça m'a terrassé. Mes recherches ultérieures ont confirmé ce qu'il affirmait. Je me sentais trahi comme jamais. Pourquoi donc risquions-nous nos vies ? Au Japon, après l'éclatement de la bulle financière, l'euphorie spéculative fait place à la récession, au lendemain qui déchante. Des centaines de milliards de yens se sont évaporés. Les pertes sont estimées à 16% de la richesse nationale. C'est ce qu'avait coûté au Japon la reconstruction après la guerre. En parasitant la finance nippone,
les Yakuza sont désignés comme les principaux responsables de cette crise. En 1991, une loi anti-Yakuza est promulguée. On recense toutes les branches, région par région. Le but est de les mettre au banc de la nation. Désormais, pour vivre au quotidien, il faut certifier ne plus être Yakuza. Leur heure a sonné et le parrain des parrains, Ishii Susumu, ruiné, s'éteint. En Sicile, la longue séquence judiciaire du maxi-procès parvient à son terme. En 1992, la Cour de cassation valide les condamnations. Cosa Nostra estime que le pacte avec ses alliés au sein de l'État italien est rompu. Salvatore Lima, le maire de Palerme, courroie de transmission entre Cosa Nostra et son parti Démocratie chrétienne, est abattu en pleine rue. Ci si è chiesti in queste ultime ore, ma c'è ancora speranza per Palermo? Lei poc'anzi diceva che non serve fare dell'antimafia superficiale di facciata. Ma certamente che c'è speranza. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Giovanni Falcone mi ha cambiato la vita 2 volte. Mi ha cambiato la vita quando è entrato nella mia vita e me l'ha cambiata quando se n'è andato, perché ancora oggi io la sua mancanza la sento. Le 23 mai 1992, Giovanni Falcone est assassiné. Deux mois plus tard, le 19 juillet, le juge Paolo Borsellino est assassiné à son tour. Giovanni Falcone aveva 53 anni appena compiuti, Paolo 52. Avrebbero potuto darci ancora molto, ma la mafia ha deciso che era arrivato il momento di fermarli e li hanno fermati. On meurt généralement parce qu'on est seul, ou parce qu'on est entré dans un jeu trop grand. On meurt souvent parce qu'on ne dispose pas des alliances nécessaires, parce qu'on est privé de soutien. En Sicile, la mafia frappe les serviteurs de l'État, que l'État ne parvient pas à protéger. L'arrestation d'un des chefs de Cosa Nostra, Totorina, en 1993, sonne la fin de la toute-puissance de cette mafia sur l'île. Giovanni Falcone et le pool anti-mafia ont offert à l'Italie un moment de respiration. La fin de la guerre froide fait également espérer un monde nouveau. Un espoir de courte durée. Face au nouvel ordre mondial qui se dessine, les grandes nations vont faire le choix docile de la globalisation. La Russie et la Chine, quant à elles, entendent préserver leur sphère d'influence, et pour contrer la toute-puissance américaine, elles vont devoir élaborer des stratégies d'alliance inédites. Pour les mafias, de nouveaux territoires et de nouveaux marchés vont s'ouvrir. Dans la masse des transactions financières qui vont se jouer à la milliseconde, l'argent sale va devenir plus intraçable que jamais. Les banques, artères de la circulation de l'argent, vont se muer en majordome de la finance occulte. L'heure de la criminalité organisée en col blanc est venue.